Ah! Je viens de te poignarder dans le cou jusqu'à la garde. Pas assez de dégâts. Je suis trop fort. Regarde, du sang sort de partout. Blessure superficielle. C'est n'importe quoi. Shadowversity. Salutations, je suis Shad, et il est grand temps que je parle spécifiquement des dégâts des armes. Parce que lorsqu'il s'agit de jeux de rôle et de jeux vidéo, les dégâts des armes, surtout en ce qui concerne les armes médiévales, sont non seulement largement incompris. Ils sont mal implémentés de façon très littérale, d'une manière préjudiciable, ce qui entraîne des conséquences qui rendent beaucoup d'autres choses irréalistes en conséquence. Maintenant, l'une des choses, le tout début concernant les dégâts des armes, d'accord ? Nous parlons de la capacité d'infliger des dégâts mortels, d'accord ? Et à ce sujet, c'est incroyable à quel point de nombreuses armes sont comparables et efficaces les unes par rapport aux autres, même si elles ont de grandes différences de taille. Donc, je vais proposer un meilleur type de poids pour refléter les armes de façon plus réaliste, ce qui pourrait aussi améliorer certains éléments de gameplay. Même en le rendant juste plus réaliste, ce serait plus satisfaisant parce que, tout comme dans ce sketch d'ouverture, le fait que les dagues infligent extrêmement peu de dégâts dans de nombreux jeux de rôle et jeux vidéo n'a tout simplement aucun sens, surtout si vous frappez quelqu'un dans une zone vulnérable. C'est comme s'il disait que frapper avec une dague ou un bâton, c'est pareil, et on ne comprend pas pourquoi. Donc, la catégorie qui va fonctionner, et qui sera honnêtement bien plus réaliste, et ensuite je vais expliquer pourquoi et le justifier, c'est simplement celle-ci. Les armes ont des avantages entre elles, pas seulement liés aux dégâts. Certaines, oui, mais c'est surtout à cause de la portée, d'accord, et d'autres facteurs aussi. Mais la portée n'est pas toujours un avantage. Parfois, une arme plus petite est largement préférable. Donc le système de catégories, c'est essentiellement ça. Vous auriez des dégâts tranchants légers et des dégâts tranchants lourds. Vous auriez des dégâts contondants légers et des dégâts contondants lourds, et ensuite simplement des dégâts perforants. Pourquoi n'auriez-vous pas forcément besoin de dégâts perforants légers et de dégâts perforants lourds? Quand je regarde les armes qui sont dédiées à l'estoc, d'accord, ou qui peuvent être utilisées pour l'estoc, il n'y a pas une arme qui inflige beaucoup plus de dégâts d'estoc qu'une autre. Maintenant, vous pensez peut-être, et la lance, Shad? Mais les lances, quand vous les utilisez réellement en combat, vous ne voulez qu'elles pénètrent que d'environ cette distance, à peu près autant que ce que vous pouvez faire avec de nombreux types de dagues. Trop enfoncer une lance lors d'une estoc est problématique, car elle peut rester coincée dans la cible. On a donc ajouté des ailettes ou butées sur les lances, dites lances ailées, pour limiter la pénétration. Et donc la véritable capacité de dégâts d'une lance passe sa capacité à infliger des dégâts, d'accord ? Certaines armes ont des avantages sur d'autres armes grâce à leur capacité à atteindre la cible, à entrer en contact avec la cible, mais une fois le contact établi, les dégâts réels infligés avec une lance sont presque les mêmes que ce que vous pouvez faire avec une dague. Pourtant, je peux presque garantir que presque tous les jeux de rôle et jeux vidéo feront en sorte que les lances infligent plus de dégâts en conséquence. Et c'est tout simplement faux. C'est totalement irréaliste. Il en va de même pour la capacité de coupe des armes. Les gens comprennent vraiment mal cette idée, pensant que les armes plus grandes couperont toujours davantage. Non, pas forcément, d'accord? Le poids peut augmenter la capacité de coupe, mais il n'est pas nécessaire d'ajouter du poids en augmentant la longueur. Vous pouvez ajouter du poids en augmentant le profil de la lame, d'accord, ou l'épaisseur. Donc, vous pouvez en fait avoir des armes étonnamment courtes qui ont un poids comparable à des armes plus grandes et qui peuvent infliger tout autant de dégâts. Et si vous pensez que je n'ai pas raison ici, il y a quelque chose c'est une compétition de coupe au couteau, d'accord? Et ils ont ces couteaux massifs et épais, un peu comme des couperets, qui font généralement à peu près cette taille, n'est-ce pas? Et ils coupent aussi fort que des haches. C'est fou, le niveau de dégâts que ces couteaux peuvent infliger. Mais si tu devais transférer ce même couteau dans un jeu de rôle ou un jeu vidéo, il lui donnerait probablement des dégâts ridicules. Et dans Donjons et Dragons, c'est généralement quoi? 1 des 4? Incroyable, incroyable. Un excellent exemple où les petits couteaux peuvent couper tout aussi bien que les grands.
d'accord? Ou pas forcément de grands couteaux, mais des objets à grande lame, et ils ne coupent pas seulement plus, mais ils peuvent aussi être plus pratiques à manier, c'est en fait en cuisine. Et aujourd'hui, je peux très bien le démontrer grâce au sponsor de cette vidéo qui est HelloFresh. Et je vais en fait vous montrer à quel point il peut parfois être difficile de couper des choses avec une grande épée comme celle-ci par rapport à quelque chose de plus petit qui a quand même une grande capacité de coupe. Juste pour vous montrer, laissez-moi. D'accord, c'est ça. Maintenant, vous avez peut-être déjà pu le remarquer, c'est en fait particulièrement encombrant. La lame est très épaisse, c'est l'un des principaux problèmes. De plus, sa géométrie du tranchant est médiocre. Je l'ai déjà testé. Elle couperait mieux avec un angle de tranchant plus étroit. Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec l'affûtage d'usine fourni avec cette lame. Donc, regarde, laisse tomber, d'accord? C'est comme ça qu'on fait. Mais sérieusement, comme ça contre... Ça c'était une coupe tellement fine et nette, ça ne s'est même pas séparé. C'est prêt? Ouais. Regarde cette coupe. Si tu ne le sais pas, HelloFresh est le premier service de livraison de kits repas en Amérique. Et je les utilise depuis des années, avant même qu'ils ne deviennent un sponsor de cette chaîne, parce que j'avais été attiré par l'une de ces super offres que je peux te proposer, où tu peux essayer certains de leurs plats gratuitement, ce qui est absolument phénoménal. Il suffit d'aller sur hellofresh.com et d'utiliser le code Shadiversity pour obtenir jusqu'à 16 repas gratuits et 3 cadeaux surprises. C'est aussi simple. Tu n'as rien à perdre et de délicieux repas à découvrir. Profite de sélections premium et d'une collection de recettes haut de gamme renouvelées chaque semaine. Ils offrent de nombreuses recettes rapides et faciles, réduisant la préparation et simplifiant le nettoyage. Attendrissons un peu ce poulet. Hé! Très bien, je pense que c'est prêt à être cuit. Tu crois qu'ils sont bien attendris? La courbe de cuisson est totalement détruite. Il propose des recettes saines et équilibrées, ce qui rend vraiment facile de bien manger sans sacrifier le goût pour que tu puisses atteindre tes objectifs et te sentir bien avec les choix alimentaires que tu fais grâce à HelloFresh. De plus, les recettes HelloFresh offrent des ingrédients prédosés, ce qui réduit le temps de préparation et le gaspillage. Donc, mon expérience avec HelloFresh, qui commence à devenir assez vaste maintenant, c'est que leurs sauces sont vraiment excellentes. Jusqu'à présent, tu sais, chaque sauce que j'ai goûtée chez HelloFresh a été absolument incroyable. Donc, j'ai de grands espoirs pour cette sauce juste ici. Oh, c'est vraiment bon jusqu'à présent quand même. La nourriture est délicieuse, je le pense vraiment. Depuis que j'utilise HelloFresh, aucune recette ne m'a déçu. Beaucoup de variétés, de saveurs, et c'est très facile. Ça élargit vos options et ça vaut le coup. Je l'utilise moi-même et vous pouvez l'essayer par vous-même. Allez simplement sur hellofresh.com et utilisez le code Shadiversité pour recevoir jusqu'à 16 repas gratuits et 3 cadeaux. Je le recommande vivement, c'est délicieux. Et merci à HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo. Oh, regardez-moi ça. Donc, si un idiot comme moi peut préparer de la nourriture aussi bonne que ça, HelloFresh, c'est clairement que je le savais déjà. Donc, c'est un gagnant. J'ai pu préparer des plats délicieux parce que HelloFresh est tellement facile, parce que je ne suis vraiment pas un bon cuisinier. Mais ça s'est vraiment bien passé. On va manger. Oh, regarde ça. Das Ding, attends. Je dois m'asseoir correctement. Tiens. Délicieux. Eh ben voilà, bonjour Fresh. C'est vraiment bon, vraiment bon. Ça vaut le coup d'essayer. On va y aller, je vais aller manger ça à l'intérieur maintenant. C'est vraiment mon déjeuner. Au fait, juste une autre petite irritation, d'accord? Je n'aime pas la variabilité des dégâts qui peut descendre jusqu'à 1 et surtout si ça peut monter jusqu'à 10, entre 1 et 10, alors que l'efficacité de l'attaque aurait dû être déterminée lors du jet d'attaque, pas lors du jet de dégâts. Ils disent que les faibles dégâts viennent d'une mauvaise touche. Mais si tu fais une super attaque avec un très bon jet, comment explique-t-il un faible dégât? Parce que si tu fais une bonne attaque, l'arme, en gros, touche efficacement la cible. L'arme devrait infliger des dégâts et ça veut dire aussi qu'elle a contourné ou traversé l'armure.
l'arme devrait infliger presque autant de dégâts que ce dont elle est naturellement capable. Et donc la variance entre les armes devrait être, en fait, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de variance, comme si tu touches une artère ou non, mais ça devrait l'être. Si une arme inflige 10 points de dégâts, ce serait entre 8 et 10, voire 6 et 10, mais jamais juste une éraflure. Bref, c'est un de mes agacements. Revenons à la coupe. Et donc, j'ai vécu ça dans ma propre vie. Cette machette, que j'adore et que j'ai mentionnée dans de nombreuses vidéos, coupe incroyablement bien. Et c'est une machine à couper bien supérieure à cette magnifique épée anglaise à 2 mains. Si elle coupe aussi bien, pourquoi utiliser une épée à 2 mains? Il y a d'autres avantages, surtout la portée. Je peux atteindre mon adversaire de plus loin qu'avec celle-ci et elle est aussi meilleure pour les estocs. Et donc, pour comprendre à quel point une arme est meilleure qu'une autre, avoir de telles différences énormes de dégâts n'est absolument pas réaliste, mais on leur donnerait d'autres caractéristiques sur lesquelles elles seraient évaluées. Par exemple, celle-ci peut infliger des dégâts aussi bien en estoc qu'en taille, alors que cette machette de type cutlass est principalement une arme de taille. D'accord? Le type de dégâts est simple, il y en a 3, tranchant ou coupant, perforant ou destoc et contondant. En général, contre des adversaires non armés, j'allais dire qu'ils peuvent infliger des dégâts comparables, mais certains types de dégâts d'armes sont plus mortels. Les coups d'estoc. Les estocs sont bien plus rapides et mortels s'ils touchent un organe vital. Il est surprenant de voir combien de coupures ne sont pas forcément mortelles. Et je n'encourage personne à faire ça, mais j'ai regardé des combats réels à la machette. Et c'est choquant de voir combien de coupures les gens peuvent recevoir, de grandes entailles, et pourtant survivre. Si vous recevez beaucoup de coupures superficielles qui ne traversent pas la cage thoracique, n'atteignent pas les artères ou les organes vitaux, elles sont étonnamment survivables parce qu'à notre époque, on peut surmonter les infections grâce à la médecine moderne. Dans le passé, même de petites coupures pouvaient être mortelles à cause des infections. Il faut en tenir compte. Mais dans l'ensemble, en général, les coups d'estoc ont un potentiel létal plus élevé parce qu'ils touchent les organes vitaux. Les coupures, en raison de la perte de sang, sont souvent jugées plus dangereuses que les attaques contondantes. Je ne dis pas que les attaques contondantes ne peuvent pas causer d'hémorragies internes ou briser des os. Et dans certains cas, un bon coup avec une arme contondante a plus de chances de tuer quelqu'un qu'un bon coup avec une arme tranchante. Par exemple, un coup sur le crâne. Si ce n'est pas le cas, si une coupure ne pénètre pas le crâne, ce sera en grande partie superficiel. Cependant, frapper avec la même force avec une arme contondante n'écrasera pas non plus le crâne. Parce que si la même force était capable d'écraser le crâne avec une lame, techniquement cela aurait dû le trancher. Mais il y a une autre chose en fait qui me fait réfléchir. Les épées ont moins de masse dans leurs lames. Et donc, même si vous frappiez avec la même vitesse et la même vélocité, comme une arme contondante a plus de masse, elle aurait plus de chances d'écraser le crâne et donc plus de chances de tuer la personne. Frapper à la même vitesse avec une épée, dont la lame est moins lourde, peut causer une coupure superficielle sans pénétrer le crâne, permettant à la personne de survivre. Donc, d'accord, il y a un certain compromis entre le tranchant et le contondant. Mais je pense que vous seriez justifié de considérer les coups d'estoc comme un peu plus, vous savez, létaux. Maintenant, ce qui va déterminer les avantages entre l'estoc, la coupe et le choc, c'est clairement l'armure, d'accord? Certaines armures sont faibles contre les coups d'estoc, d'autres sont faibles contre les coups contondants. Certaines armures résistent très bien aux coups de taille. Une autre chose à prendre en compte, c'est la zone d'attaque. D'accord. Quand vous faites une estocade, vous menacez généralement cette zone ici. D'accord. Dans ce cas, il est généralement plus simple de dévier ou de bloquer, même si repérer l'estocade reste difficile, car elle peut être faite avec moins d'indices. Alors que les coups tranchants, vous pouvez toucher une zone beaucoup plus large. D'accord. Parce que même si je frappe des branches d'arbres et tout ça, là où vous pouvez frapper et avoir de grandes chances, comme pour esquiver une large coupe qui vient de côté, ça menace toute cette zone. Vous ne pouvez que reculer. Donc les coups tranchants pourraient avoir plus de chances de toucher. En fait, dans les mécaniques de n'importe quel jeu de rôle ou jeu vidéo, on pourrait légitimement donner un bonus de précision aux attaques tranchantes. D'accord ? Les estocs feraient plus de dégâts et seraient plus efficaces contre l'armure, mais toucheraient moins souvent. Mais les estocs peuvent en fait attaquer plusieurs personnes et repousser plusieurs personnes aussi.
Donc il y a des façons intéressantes et amusantes d'implémenter des méthodes plus réalistes, comme la manière dont les armes fonctionnent réellement, bien plus que la façon dont elles sont actuellement utilisées. J'ai attribué des attaques légères et lourdes aux armes tranchantes et contondantes, mais pas forcément aux armes perforantes. Et parce que, regardez, il y a certaines armes, même parmi celles de type estoc, qui infligent probablement très peu de dégâts, mais ce n'est pas le cas des principales. Mais il existe des armes courantes qui infligent clairement moins de dégâts d'un certain type, contondants ou tranchants, par rapport à d'autres. Par exemple, vous connaissez mon avis, je mettrai les nunchakus, ils peuvent faire des dégâts, n'est-ce pas? Ils peuvent parfois même infliger de bons dégâts, mais pas autant. On ne pourrait jamais dire que les nunchakus peuvent infliger autant de dégâts contondants qu'un bec de corbin. Force et puissance d'impact sont deux catégories très différentes, d'accord? Et donc, dans cet exemple, absolument, le bec de corbin est une arme bien plus létale et dévastatrice que les nunchakus, ou même, eh bien, en fait, ça dépend du type de bâton, non? Mais il y a une variation, d'accord, et une différence. Et quand ces situations se présentent, il est facile de simplement les classer comme légers ou lourds. Parce que regarde, tu pourrais taillader et couper quelqu'un avec un couteau, mais pourrais-tu trancher un membre? Tu aurais plus de chances de trancher un membre avec une épée, mais certains couteaux type couperet coupent parfois encore mieux. Ils pourraient être classés parmi les lourds, mais les couteaux plus légers parmi les légers, ceux-ci sont vraiment aux extrêmes. Il y a certaines armes qui reçoivent des niveaux de dégâts différents, alors qu'en réalité, elles sont très comparables et proches. Alors, comparons cette longue épée à cette épée d'armes. Dans les jeux de rôle, les épées d'armes sont souvent nommées épées larges, mais ce sont des épées médiévales à une main, par opposition à la longue épée qui est à deux mains. Maintenant, je vais aussi comparer ces deux épées, d'accord? Parce que si je devais donner des dégâts standards à la Donjon et Dragon, cette arme inflige 1d8 de dégâts et celle-ci inflige en moyenne. Je n'aime pas qu'ils coupent ainsi dans Donjon et Dragon, car l'épée bâtarde est en réalité un peu plus petite. Et de toute façon, 1d10 en moyenne pour une épée comme celle-ci. Mais le truc, c'est qu'elles ont presque le même poids. Eh bien, celle-ci est seulement un peu plus lourde, mais le poids est dans la poignée plus longue, et pas forcément dans la lame. Regardez comme cette lame est plus large. Et ce que fait cette lame, la longue épée longue, c'est qu'elle la rend plus fine et l'allonge. En fait, si je coupais les lames et que je ne pesais que les lames, elles pèseraient probablement presque exactement le même poids. Et si on a le même poids sur les parties frappantes, la capacité de dégâts qu'elles ont sera presque comparable. La première est meilleure pour les stocks, mais l'autre perce aussi bien. Donc, le fait que les dégâts supplémentaires soient 10-10 contre D8 n'a pas de sens. Ce n'est pas logique. Mais comme celle-ci est plus grande, elle a un avantage de portée. Et donc, plus de levier lors de la frappe, d'accord? Cela peut être complexe car selon la répartition du poids, les épées à une main peuvent couper aussi bien que celles à deux mains. Ce n'est pas parce que vous tenez une longue épée à deux mains que vous couperez toujours mieux, en réalité. Le plus grand avantage d'utiliser deux mains sur la lame, c'est la vitesse et la capacité à rediriger le mouvement, l'élan. Donc, vous pouvez aller par ici et rapidement aller là-bas, d'accord? Je peux aller vers le bas, je peux aller vers le haut et je peux rediriger cette lame très rapidement grâce aux deux mains que je peux utiliser et à l'effet de levier que j'obtiens. Gagner en vitesse avec une arme offre un gros avantage, surtout avec la vitesse d'attaque d'une longue épée où cela se remarque vraiment. Pas un bonus de dégâts, mais un bonus de vitesse d'attaque et de portée. Certaines armes pourraient, selon vous, justifier un avantage en dégâts. Regardez la taille de cette épée. On suppose que cette épée, très grande, inflige forcément plus de dégâts qu'une épée à une main. Mais pas forcément. Exactement, c'est tout l'intérêt de la vidéo. C'est ce que les gens comprennent mal. En réalité, la longueur de cette épée peut nuire à sa capacité à transmettre des dégâts. Et j'ai vécu cela dans la vraie vie. Je vais vous montrer avec le dossier de cette chaise, car il offre une sorte de cible fine et étroite qui me permet de montrer ça. Donc, quand je frappe avec cette épée, d'accord, et qu'un coup porte, d'autres parties de l'épée sont en mouvement, en particulier la pointe. Cette pointe avance. Et quand cette partie touche, cette pointe veut toujours avancer. Et cela crée un point de levier, ce qui n'est pas forcément bon, parce qu'une grande partie de la force de ce coup est perdue dans la flexion et la contrainte sur la lame, et n'est pas tellement concentrée ici, au point que cela peut faire plier l'épée. Et en fait, est-ce celle-ci que j'ai pliée, que
Je ne pense pas. Je faisais des essais de coupe avec une épée, je frappais une bûche en bois et je commençais à être frustré parce qu'elle ne rentrait pas dans la bûche. Alors que je l'ai fait avec, vous l'avez deviné, cette machette, et elle est rentrée dans la bûche sans aucun problème, alors que celle-ci n'y arrivait pas. Et j'ai essayé encore et encore. Et puis, quand je l'ai refait, la lame s'est pliée, elle s'est pliée légèrement vers la droite, mais ça a quand même endommagé la lame à cet endroit-là. La machette n'a pas été endommagée car elle n'a pas subi ce type de contrainte. Il n'y avait pas une grande quantité de poids au-delà du point d'impact pour l'appuyer vers le bas, ce qui aurait aussi dissipé cette énergie. Parce que tout était concentré ici, toute la force était directement transmise à la cible. Et donc, en conséquence, non, parfois les grandes épées ne coupent pas aussi bien que les petites épées. Elles touchent plus facilement car elles sont plus grandes, couvrent une zone et une portée plus large. Mais en termes de vitesse, celle-ci est évidemment plus lente que cette épée longue parce qu'elle est beaucoup plus grande. Donc même si j'ai deux mains et que je peux appliquer du levier dessus, je ne lui donnerai pas un avantage de vitesse par rapport, disons, à une épée d'arme. Elle tirerait à une cadence similaire. Mais son avantage reste la portée, comme je l'ai dit, ce qui est énorme. Si tu peux frapper quelqu'un et qu'il ne peut même pas t'atteindre, c'est un avantage énorme. Il y a des résultats intéressants qui découlent de cette énorme incompréhension sur la façon dont les armes fonctionnent réellement, sur les dégâts qu'elles causent vraiment. Et on en voit une partie dans l'équilibrage des jeux. Pour référence, j'adore Elden Ring. C'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué. Et les gens semblent vraiment mal comprendre ça parce qu'il y a quelques aspects que je trouve objectivement mauvais. D'accord? Ouais, mais il y a tellement de choses excellentes que certains m'accusent de ne pas l'aimer. J'adore ce jeu, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas relever certains détails. Non seulement ils sont faux d'un point de vue historique, mais en plus, c'est mauvais pour l'expérience de jeu. Mais il le fait quand même, pas forcément pour l'expérience de jeu. Ça a un effet vraiment intéressant, à cause de leur mauvaise interprétation des dégâts des armes. Maintenant, je ne parle pas d'armes ridiculement géantes, d'accord? Parce que si tu avais un marteau de la taille du marteau-brique, est-ce que ce n'est qu'une brique au bout d'un bâton? Cette arme causerait d'énormes dégâts à cause de sa taille, bien plus qu'une Vector Corban, d'accord? Et dans ce cas-là, c'est là qu'ils pourraient faire ce qu'ils ont fait avec d'autres armes. Ils l'ont mal fait avec d'autres armes, mais là où c'est vraiment approprié, ils pourraient faire ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils font, parce qu'ils ont supposé qu'une grande épée devrait infliger beaucoup plus de dégâts qu'une dague, ils doivent équilibrer parce qu'elle fait plus de dégâts. Alors, comment pouvons-nous équilibrer et faire en sorte que ces armes fonctionnent dans un environnement de jeu au même niveau? Ils rendent la grande épée plus lente, mais elle inflige plus de dégâts, ce qui équilibre l'ensemble. Et la dague donne des coups tranchants, ce qui va à l'encontre de la réalité par rapport à la vitesse à laquelle on peut réellement frapper avec des épées médiévales. Genre coup, 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 coup. Ce ne sont pas des attaques lentes. Ils ont coupé une branche, mais bon. Certaines personnes frappent bien plus vite que moi, même avec de grandes épées, comme je l'ai montré dans une précédente vidéo, notamment lors des frappes fluides enchaînées. Ce sont des attaques rapides. Mais parce que dans Elden Ring, et regarde, ce ne sont pas les seuls à faire ça, mais ils ont fait en sorte que les grandes épées infligent beaucoup plus de dégâts que les armes plus petites. Ils les ont ralentis à un niveau ridicule. Si tu compares ça au maniement réel de l'épée, à la façon dont les gens les utilisent en réalité, ils bougent comme s'ils étaient au ralenti. Et ça n'aurait pas été nécessaire s'ils comprenaient vraiment le véritable potentiel de dégâts de nombreuses armes. Comme ces dagues, elles sont mortelles. Tu peux tuer quelqu'un de plusieurs façons avec un seul coup dévastateur, que ce soit dans le ventre, dans le cou. Comme je l'ai mentionné, cette dague, en termes de capacité de dégâts, pas de la facilité à toucher l'adversaire, mais des dégâts qu'elle peut infliger une fois qu'elle touche, est facilement aussi puissante qu'une lance, surtout une lance avec une petite pointe. Les couteaux et les dagues sont affaiblis car on pense à tort que plus c'est gros, plus c'est dangereux. Et puis, si cela était correctement mis en œuvre, on ne verrait pas des armes plus grandes être brandies comme... Même s'il est possible d'obtenir exactement le même timing avec les mêmes signaux et des mouvements plus authentiques, comme montré dans ma vidéo précédente, celle-ci, j'en suis vraiment fier. Ce n'était pas aussi facile que je le pensais de synchroniser ces frappes, donc je suis vraiment content de cette vidéo.
je pense que ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil si vous ne l'avez pas vu, parce que j'en suis vraiment fier. C'est l'une de ces choses dont je suis fier, et je pense que vous l'apprécierez aussi. Donc, en résumé, on obtiendrait en fait une représentation encore plus réaliste des armes s'ils ne se trompaient pas sur les dégâts, car alors elles fonctionneraient à des vitesses plus proches de la réalité. Et les avantages et inconvénients que vous pourriez obtenir sont la zone d'attaque, la portée et leur efficacité contre différents types d'armures. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que cela vous a plu, et bien sûr, j'espère vous revoir sur Shadowverse. Donc d'ici là, au revoir. Je suis juste en train d'enlever les petites choses qui restent dessus. Eh! Ça compte. Je prends ça. Mon bon chat. Allez. En fait, tu devais sûrement les couper, non? Je pense que oui. C'est décevant. Je pensais que... Mais c'est une coupure quand même. On va devoir en couper un. Hein? C'est un peu une coupe, mais pas vraiment. Ça coupe dans... D'accord. Clairement, il faut l'attendrir. Attendrissons ce poulet, eh! Hé, hé! Très bien, je pense que c'est prêt à cuire. C'est une arme française, non? Oui, donc, À l'époque, elle servait aussi à attendrir le poulet qu'on préparait à la française. alors ce serait une arme anglaise. Rien n'est plus français que les Anglais. Tu penses que c'est assez attendri? Le terme culinaire est anéanti. Tu touches une couronne ou un bouclier avec un tir? C'est difficile à dire. Je cherche cette marmite depuis des mois, bordel. J'ai besoin de faire cuire mes nouilles. On dirait que on n'a pas de petite casserole. Où est la petite casserole? Et puis quand je dis qu'on va cuisiner, soudainement Oz fait apparaître la casserole, ce qui veut dire que tu as volé ma foutue casserole. Chad, si tu voulais une petite casserole, tu pouvais venir me voir. Je connais des gars qui iraient chez Kmart pour toi. Je vais le faire et reprendre ma casserole.